J'ai prévu de lire 28 livres en 28 jours pour février, c'est un petit peu le thème de cette vidéo. Petite update, je ne sais pas encore ce que je vais lire aujourd'hui, il est déjà 14 h. On est jour 4 d'ailleurs. Salomé au rapport jour 8, jour 9 de cette petite expérience, petit clip. Jour 10, on se retrouve quand j'aurai lu quelque chose. Pas de clip numéro 16, on passe directement au jour 17. Je savais déjà en le lisant que ça n'allait pas être le roman de l'année. Clip du jour 20, jour 21. Je pense que mon retard est irrattrapable. Update du jour 24. C'est le dernier clip de ce vlog. Est-ce que je vous révèle déjà au début de cette vidéo si j'ai réussi ou pas? Je vais plutôt vous faire un bilan de tout ce que j'ai lu pendant le mois de février, qui était donc le février tapal. Et le but était de lire des livres de moins de 200 pages, normalement, un par jour, et donc de lire 28 livres en 28 jours. Il y avait aussi un no buy, donc voilà, ne pas acheter de livres pendant le mois de février, et faire du tri dans ses livres, dans sa palle. Et on va commencer la vidéo tout de suite parce que vous l'aurez compris, s'il y a 28 livres, c'est que cette vidéo va être longue, donc c'est parti mon kiki, on y va tout de suite. Le premier livre que j'ai lu en ce mois de février, c'était le 1er février, j'ai fini mon livre du mois de janvier. Il s'agissait du tome 3 de la trilogie Grisha, qui est donc Rune and Rising de Leigh Bardugo, et je me suis fait une petite relecture de cette trilogie en prévision de la série qui sort, Shadow and Bone. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une réaction au trailer sur ma chaîne et je suis à fond. Donc j'ai relu bien évidemment toute la trilogie fin janvier et tout début février. Le tome 3 n'est pas mon tome préféré, le tome 2 est probablement mon tome préféré. Mais franchement, je sais pas, j'ai été contente de relire la trilogie qui se centre autour du personnage d'Alina Starkov, qui de base est une cartographe pour la première armée, tout simplement, et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs et être emmenée par le chef des Grisha, donc les personnes qui ont des pouvoirs dans ce monde, et qu'il va l'emmener au petit palais pour voilà, découvrir, on va dire, ses pouvoirs. En gros, très vaguement, c'est censé être un miracle, et ses pouvoirs sont censés sauver à peu près tout le pays. Donc bon, j'adore cette trilogie, j'aime beaucoup Leigh Bardugo, c'est une de mes autrices préférées, donc bien sûr j'étais ravie de le relire. Que les 5 prochaines lectures, je crois, j'en ai parlé dans une update lecture sur le féminisme et les montagnes écossaises aussi. Si vous n'avez pas vu cette update lecture, je vous invite à aller la voir, donc c'est pour ça que je vais passer rapidement. J'ai lu Mrs. Warren's Profession de George Bernard Shaw, qui est une pièce de théâtre, un classique, voilà, de la littérature post-victorienne probablement, donc que j'ai pas mal aimé. Évidemment, je n'ai pas résisté à l'idée de relire Six of Crows de Leigh Bardugo, et j'ai enchaîné avec Crooked Kingdom. Ce sont des gros bébés, et là déjà vous pouvez vous dire, mais Salomé, c'est des livres de 500 pages. Tu étais censée lire des livres de moins de 200 pages. Oui. Voilà, je n'ai pas d'excuses. Je suis depuis le début 2021 dans un très gros mood de fantasy, et j'avais pas du tout de fantasy de moins de 200 pages, donc à peu près tous les livres que j'ai lus de moins de 200 pages, c'est tout autre chose que de la fantasy ou de la SFFF, et j'ai eu une période où je ne pouvais plus en lire, vraiment, de septembre peut-être à décembre 2020, j'avais aucune envie de lire de la SFFF, et maintenant c'est revenu, donc j'en profite on va dire, et bien sûr j'avais envie de relire mes petits chouchous, Six of Crows et Crooked Kingdom. Là c'est des hardbacks qui sont magnifiques avec les pages noires et les pages rouges. C'est la 3e fois que je les relis, alors que Grisha c'était seulement la 2e fois. Mais ça faisait longtemps, et ils font partie de mes livres préférés, ils font partie des livres que j'ai le plus recommandés, que je continue à recommander à peu près à tout le monde. J'adore les personnages en fait, les personnages de Kaz, de Nina, Inej, en fait je les fais tous, de Mathias j'espère, Wylan, enfin bref, tous les personnages sont absolument géniaux. La seule petite, j'allais dire, déception que j'ai eue, c'est que du coup j'ai enchaîné la trilogie avec la duologie vraiment directement bout à bout, et il m'a manqué un peu l'aspect magie, l'aspect Grisha, alors que Six of Crows et Crooked Kingdom c'est plus un peu action, aventure, etc. Je relis mes livres préférés, ça m'a fait un bien fou de me replonger dans ces histoires, et maintenant il me reste King of Scars à relire.
Ensuite, toujours dans les livres qui sont dans cette fameuse update lecture sur le féminisme, on a Le consentement de Vanessa Springora, qui est une non-fiction autobiographique qui va retracer l'histoire de Vanessa Springora avec l'écrivain Gabriel Matzneff, et donc on va parler bien sûr de notions de consentement, d'abus, de confiance, de pouvoir, etc. Tout ça, c'était génial en fait, enfin génial dans le sens c'est vraiment un très bon livre, c'est pas génial de le lire mais c'est vraiment un très très bon livre. J'ai enchaîné avec Elle de Virginia Woolf, qui donc est un recueil de portraits de femmes qui ont inspiré Virginia Woolf et donc qui étaient vivantes avant elle ou au même moment qu'elle. C'était pas extraordinaire mais c'était assez intéressant. J'ai enfin fini The Living Mountain de Nan Shepherd, puisque je l'avais commencé en décembre et je ne l'avais pas fini. C'était assez ardu comme lecture alors que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'était compliqué à lire. C'était une prose vraiment très très contemplative où on va vraiment être dans du natural writing mais pas, oui, mais pas de l'action quoi. On va nous décrire un peu tout ce qui se passe sur la montagne, les rochers, les animaux, etc. Donc bon, c'était hyper intéressant mais c'était aussi assez contemplatif. J'ai mis du temps à lire mais je l'ai fini. C'était le moment pour faire une petite pause romance puisque j'ai décidé de lire Something to Talk About de Meryl Wilsner, qui est une romance FF dans le milieu du showbiz, dans le milieu d'Hollywood, les séries, etc. On va suivre une scénariste, réalisatrice d'une série à succès qui doit aller, un truc genre les Golden Globes, enfin voilà, elle doit faire un tapis rouge, ça la fait chier, elle se dit je vais inviter mon assistante à aller avec moi, comme ça si on me pose des questions gênantes sur le nouveau projet sur lequel je travaille, eh bien elle pourra détourner l'attention et elle fera madame, venez, machin, en gros. Voilà, donc elle invite son assistante en tout bien tout honneur, on va dire, et il se passe effectivement un truc assez gênant pendant ce tapis rouge. On lui pose des questions sur un projet dont voilà, elle veut pas répondre, et donc son assistante, croyant bien faire, vient se placer à côté d'elle et elles font une sorte, enfin, et elle essaye de l'emmener mais enfin c'est très étrange, il se passe quelque chose d'étrange, elles font une sorte, enfin tout le monde les prend en photo et elles se disent une blague ou quelque chose comme ça, et donc elles sont en train de se regarder en riant en mode ah vous voyez genre super photo, hyper naturelle et tout le monde pense que du coup elles sortent ensemble, qu'elles sont en couple, et ça va commencer comme ça on va dire. Enfin, l'installation de la romance est assez longue donc c'est vraiment très très slow burn et c'est pas la chose principale alors que pourtant c'est une romance, mais j'ai trouvé que justement discuter du fait d'être une femme lesbienne dans le milieu du showbiz, dans sa quarantaine, qui n'a pas d'enfant, etc. C'était aussi ça avait une place assez importante de parler du harcèlement sexuel dans ce milieu par rapport à l'idée de se faire harceler par des grands réalisateurs, des scénaristes, etc. Qui pensent que les petits assistants et assistantes sont là pour leur bon plaisir. Et donc il y avait vraiment, je pense, une critique du monde d'Hollywood en montrant qu'il y avait des gens hyper passionnés et qu'il y avait des très belles choses qui se faisaient là-bas, et en même temps qu'il y avait beaucoup de coups de poignard dans le dos, beaucoup de corruption, bref, tout ce genre de choses. Les personnages pour moi n'étaient pas assez travaillés, on va dire. J'avais l'impression qu'elles étaient un peu unidimensionnelles, les deux personnages principaux. J'ai quand même apprécié cette romance, et on a tellement peu de romances FF de toute façon que franchement c'est toujours du pain béni, et je suis assez contente de l'avoir lu, voilà, je la recommanderais. Petite non-fiction féministe à nouveau, Le génie lesbien de Alice Coffin. On va être dans une non-fiction dans laquelle Alice Coffin va revenir sur la place des lesbiennes dans la culture, dans le journalisme. On va parler voilà, de l'activisme, du militantisme dans le milieu du journalisme, de ce qu'elle appelle la placardologie, voilà, le placard, où est-ce qu'on en est en France par rapport aux célébrités, etc. Donc il est vraiment top, j'en ai parlé un peu plus dans mon œil de lecture, donc au cas où je vous laisse aller voir ça. J'ai enchaîné avec le livre du book club du mois qu'on a avec Marion de la chaîne Entre les lignes. On a lu A Deadly Education de Naomi Novik pour ce mois de février. Vous le remarquerez aussi, il est plus long que ce qu'il devrait. Ça va vous saouler, je sais que dans cette vidéo je rentre pas dans les détails, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus parce qu'avec Marion, vous l'aurez vu, notre vidéo sur ce livre est sortie, donc la vidéo doit faire 25-30 minutes. Donc on en parle vraiment en long, en large et en travers, mais pour vous donner peut-être un peu envie de le lire. On va suivre Galadriel qui est dans une école de magie, entre guillemets pas comme les autres.
Puisque cette école... puisque cette école est assez, un peu comme un personnage, est assez sensible à une sorte de conscience et elle essaie de buter tous les élèves qui sont à l'intérieur en leur envoyant des monstres, en leur faisant des coups vraiment très étranges et donc c'est plutôt une histoire de survie hein, parce que vraiment tu peux te faire attaquer à n'importe quel moment, n'importe quand et on commence l'histoire parce que Galadriel en a marre d'un de ses camarades qui s'appelle Orion et qui essaye de sauver tout le monde, sauf que c'est une très mauvaise stratégie parce qu'en fait si tu sauves tout le monde, l'école n'a pas son dû de sang, voilà, de chair, de corps, etc. C'est dégueulasse dit comme ça. Et donc en fait plus il sauve des gens, et ben plus l'école est énervée et moins ça va bien se passer pour eux à la fin de l'année quand ils vont devoir quitter le lycée, enfin quitter l'école. Donc c'était vraiment très détaillé on va dire, très intéressant, Dark Academia à souhait et voilà. Et j'ai adoré. Malgré, je le note à chaque fois, il y a une controverse sur ce livre parce que c'est une autrice blanche notamment qui a écrit un livre avec une personnage principale qui est biraciale, elle est à la fois indienne et galloise et c'est pas une identité qui concerne directement Naomi Novik, donc c'est toujours bon de noter ça. Ensuite j'ai continué dans les book clubs puisque j'ai lu le livre du club de lecture Dark Academia justement qui était Jules César, la pièce de Shakespeare, Julius Caesar. Si vous ne le savez pas, Jules César c'est une des pièces qui est adaptée, enfin qui est jouée dans mon livre préféré de Dark Academia qui est If We Were Villains de M.L. Rio. Donc j'ai été refaite de lire cette pièce parce que j'avais eu un peu une sorte d'introduction à la pièce dans If We Were Villains mais pas, je ne la connaissais pas totalement. On va se concentrer sur le meurtre de Jules César, pourquoi, comment, après, etc. Qui a pris le pouvoir. Et donc bien sûr on va tourner autour de cette idée de pouvoir. Pourquoi ils ont tué Jules César, est-ce que c'était pour l'amour de Rome, est-ce que c'était par cupidité, par envie, etc. J'ai beaucoup ri pendant cette pièce et je pense que je n'aurais pas dû, mais pour moi il y avait des passages vraiment qui étaient assez ridicules malheureusement. Ça m'a pas empêché d'apprécier la pièce mais ça m'a fait rire en fait parce que je pourrais vous résumer ça en disant l'acte 1 c'est hey, on devrait peut-être tuer César, hein Brutus, t'es pas d'accord? Ouais, bonne idée, j'y avais pas pensé mais finalement oui. Acte 2 c'est la femme de Jules César, Calpurnia, qui lui dit je pense que tu ne devrais pas aller au Sénat parce que j'ai un mauvais présage. Jules César lui répond ouais ok d'accord. Quelqu'un arrive et dit à Jules César viens au Sénat. Jules César lui fait non ma femme m'a dit de pas y aller. Oui mais ta femme me raconte de la merde. Ah oui t'as raison, bah je vais aller au Sénat alors. Voilà en gros vraiment j'aurais pu vous faire un résumé acte par acte et mais c'était sympathique, ça me fait toujours plaisir de lire Shakespeare, donc très contente. Et puis c'était une édition d'occasion et j'adore, je vais vous montrer, c'était déjà écrit dedans et il y avait soit des idées de signification que ça pouvait avoir ou alors il y avait des traductions à côté des mots en vieil anglais, en anglais normal et franchement je sais qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on écrive dans les livres et tout mais j'adore et j'adore cette édition. Ensuite j'ai décidé de me faire un petit roman graphique et j'ai lu Le Prince et la Couturière de Jen Wang. C'est un roman graphique que je veux me procurer depuis des années et Sarah de la team Psychopathe me l'a offert à Noël et je suis trop refaite. C'était vraiment trop bien. On va suivre un prince et une couturière. Je veux pas trop vous en dire bien sûr mais on va suivre en gros un prince qui aime porter des robes et qui va engager cette petite couturière qui est assez inconnue pour lui faire ces magnifiques robes. Je peux pas vous en dire plus à part que c'était vraiment mignon et en même temps assez dur sur les réalités de ce qui pourrait arriver à ce prince et à cette couturière. Mais franchement j'ai trouvé ça absolument adorable, bienveillant, tellement chouette comme petit roman graphique LGBTQ+, donc top et je vous le recommande, il est très lourd. Qu'est-ce qui est sorti au mois de février? A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas. Je m'étais dit que je ne le lirais pas et en fait j'ai dû tenir peut-être 48 heures en le voyant passer partout sur Bookstagram avant de me le prendre en e-book et de dire vas-y c'est bon, je craque. Dans A Court of Silver Flames on va être après toute la trilogie A Court of Thorns and Roses. Le résumé de A Court of Silver Flames est un spoiler de ACOTAR et de toute la saga donc voilà vous êtes prévenus. Vous pouvez passer à un autre livre si vous ne voulez pas savoir en gros ce qui s'est passé plus ou moins dans la saga
saga ACOTAR. Donc dans A Court of Silver Flames, on va suivre Nesta Archeron qui est la sœur de Feyre et c'est un personnage moi qui me hypait plutôt bien. Elle a très clairement du stress post-traumatique, elle est en dépression, il faut le dire. Elle sait pas comment se servir de ses pouvoirs, elle sait pas comment trouver sa place, où est sa place, etc. Feyre va taper du poing sur la table et dire c'est plus possible, on peut pas la laisser comme ça, et donc elle va être un peu malheureusement kidnappée contre son gré, emmenée à la maison du vent, la House of Wind, et on va la faire s'entraîner avec Cassian le matin pour essayer qu'elle ait une activité physique, que voilà, qu'elle essaye de se, entre guillemets, de se remettre en forme, que elle apprenne aussi à se défendre toute seule, puisque une partie de son stress post-traumatique c'est le fait qu'elle ait été attaquée plusieurs fois à cause de la guerre contre Hybern dans la saga ACOTAR. Bref, donc elle a ça, elle va aussi elle va aussi travailler dans la bibliothèque qu'il y a sous la maison du vent, je crois. Je suis pas très bonne en géographie de Sarah J. Maas, avec toutes ces femmes religieuses qui de base se sont fait agresser, je crois, qu'on rencontre dans les tomes 2 et 3. Et c'est assez chouette parce qu'elle va se lier d'amitié avec pas mal de femmes et on va vraiment insister sur cette amitié entre femmes. C'est l'aspect que j'ai le plus, enfin que j'ai préféré dans le livre en fait, tout simplement. C'était vraiment top d'avoir un peu ce girl power, etc. On a aussi les personnages bien sûr de Nesta et Cassian qui ne peuvent pas se piffrer, qui ont du mal à s'entendre, et en même temps il y a une tension sexuelle entre eux bien sûr, donc bon, c'était assez fun, honnêtement j'ai passé un très bon moment avec ce livre, même si Sarah J. Maas elle te construit un peu cette tension, cette attraction, etc. Alors là tout d'un coup, au moment où ça se concrétise, elle bouse, je suis désolée, c'est vraiment l'image que j'ai, mais elle bouse sur ces personnages et ils deviennent complètement mainstream, complètement basique en fait. La basique Fae, c'est voilà, Nesta devient vraiment à la fin de A Court of Silver Flames une meuf basique qui ressemble un peu à Feyre. Il n'y a pas de déception parce que je connais maintenant comment fonctionne Sarah J. Maas, je connais comment elle structure ses romans, mais n'empêche, je me suis dit, j'avais tellement espéré qu'elle fasse pas ça au personnage de Nesta et ouais, j'ai peut-être quand même été un peu déçue. Pour pas être trop mégalo, j'ai enchaîné avec Salomé, la pièce d'Oscar Wilde. Et ça a été le gros fail de ce mois de février. Quel est l'intérêt de cette pièce? Vous allez me tuer, c'est une pièce classique qui parle de l'événement biblique quand Salomé demande la tête de Jean-Baptiste, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle dans la Bible, même si ici il s'appelle Yochanan je crois. Elle demande la tête du coup d'une espèce de messie qui n'a pas voulu d'elle, je crois. Enfin c'est pas hyper explicite dans la Bible, du coup là je me réfère un peu à ce qu'il y a dans la pièce. Oscar Wilde, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire une démonstration de toutes les références qu'il avait, de tout ce qu'il pouvait faire en termes un peu expérimental, etc. Enfin il s'est vraiment amusé je pense avec cette pièce de théâtre que peut-être qui est assez différente de ce qu'il a écrit je trouve d'autres, qui est plus peut-être linéaire, qui est plus... Là franchement on est dans un truc un peu métaphysique, avec des personnages qui répètent genre 15 fois la même réplique et tout, et franchement j'étais là genre what. Franchement, c'est vraiment très anachronique, vous pouvez me taper dessus, mais ça m'a fait penser un peu dans le genre absurde. Ça m'a fait penser au théâtre de l'absurde en fait, de Ionesco, genre Rhinocéros de Ionesco, typiquement. Et j'ai trouvé ça ouais assez absurde, mais alors j'ai pas du tout été dedans, et vraiment j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Énormément de références à des choses que nous de nos jours, à moins d'être experts de la fin du 19e siècle et d'Oscar Wilde, on connaît pas forcément. Donc bon. Ensuite, je suis retournée dans la non-fiction féministe et on parle de March Sisters, de Kate Bolick, Jenny Tsang, Carmen Maria Machado et Jen Smiley pour les 150 ans des 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. On a commandé, je crois que c'est la Bibliothèque américaine qui a commandé ce livre avec 4 essais sur les 4 sœurs March, et c'est des essais sur leur vie, leur mort, les choses particulières qu'il y a. Donc par exemple pour Jo on va parler du génie féminin, pour Meg on va parler de la relation avec les vêtements et avec la pauvreté, pour Beth on va parler
de sa vie, de la vie aussi de la sœur de Louisa May Alcott, puisqu'elle avait une sœur qui a eu exactement le même destin que Beth, on va dire. Et pour Amy, on va parler du nouveau modèle féministe, on va dire. C'était des essais assez courts, assez percutants, qui m'ont donné envie de découvrir aussi les autrices qui les ont écrits. Si vous avez aimé les Sœurs March, si vous avez aimé le film de Greta Gerwig, je vous conseille de lire ce petit recueil qui est assez court, 180 pages je crois, mais qui est vraiment top et qui donne d'autres perspectives sur cette œuvre qui est assez connue maintenant depuis plus de 150 ans. J'ai relu A Court of Mist and Fury et A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas. Oui, je me suis fait plus de 1000 pages de Sarah J. Maas en 2 jours en plus. Enfin, je l'ai lu ça en 4 jours, je crois, les 2 tomes. C'était des relectures, hein. J'ai pas hésité à sauter des passages qui me saoulaient un peu. Mais j'avais trop envie de retrouver ces personnages. Et comme à chaque fois que je relis la saga, je me la relis à peu près tous les 2 ans. C'est vraiment mon guilty pleasure où je suis là en mode je cringe, mais en même temps, c'est rigolo et c'est fun. Et je suis là genre... mais en gros je relis jamais le tome 1 qui me saoule parce qu'on a beaucoup trop de timeline avec le tome 1 et voilà. Les tomes 2 et 3 sont plus intéressants, le tome 2 reste mon préféré, le tome 3 est déjà un peu moins bon. J'ai lu 3 tomes de manga, les 3 premiers tomes de la saga En proie au silence de Akane Torikai, où on va suivre une prof de lycée qui va être confrontée à l'abus sexuel qu'a vécu un de ses élèves en fait, et que ça va faire écho avec le silence dans lequel elle est un peu enfermée depuis 5 ans je crois, alors que le petit ami de sa meilleure amie a abusé d'elle, l'a violée hein, très clairement. Je trouve qu'on est quand même dans une saga sur le viol qui est pas hyper consensuelle, dans le sens où on parle vraiment je pense de stress post-traumatique, de réactions, de mauvaises réactions, peut-être de la part du corps enseignant, de la part des personnes qui encadrent ces jeunes, et du fait que c'est encore énormément tabou et qu'il n'y a pas forcément d'aide qui est mise en place malheureusement. Donc c'est hyper intéressant pour explorer le sujet du viol et de l'abus sexuel, mais il faut quand même avoir le cœur un peu bien accroché parce qu'il y a des scènes assez explicites d'abus et donc c'est pas hyper facile, mais franchement je pense que je lirai la suite. Dernier livre que j'ai lu de ce mois de février, il s'agit de Lady Susan de Jane Austen. C'est une petite nouvelle qui fait à peu près une centaine de pages. On va s'intéresser au personnage de Lady Susan qui est donc veuve depuis quelques mois et elle va être au cœur de beaucoup de scandales et c'est une personne assez abjecte qui manipule un peu tout le monde autour d'elle, tout son petit monde. C'est assez fun puisque on va être seulement dans de la correspondance et donc on va avoir des lettres d'elle en fait, qui envoie des lettres en gros à sa meilleure amie pour lui dire que les gens autour d'elle sont vraiment tous des abrutis, et on va avoir aussi les lettres de ces fameuses personnes autour d'elle, comment eux ils l'aperçoivent et tout ce qu'il va y avoir, bien sûr de petites histoires de scandales etc, de retournement de situation par rapport à peut-être un mariage potentiel et tout, et c'est du pur Jane Austen. J'ai lu ces 6 romans, j'ai lu cette nouvelle là, il me reste très peu de choses à lire d'elle mais c'est toujours un vrai plaisir de la lire et j'ai pas été déçue, franchement ça a été hyper fun. Et là vous allez me dire mais Salomé, eh bien nous nous arrêtons ici. J'ai lu 21 livres en 28 jours. Peut-être que j'aurais pu lire plus si je m'étais pas enfilé ces énormes pavés de fantasy en même temps, ça m'a fait plaisir. Je vais vous avouer que j'ai été épuisée de la lecture fin février et donc les 3 derniers jours de février je n'ai rien lu, c'était le 26, 27, 28. J'ai fait une grosse coupure, je n'ai pas lu une seule ligne et ça m'a fait énormément plaisir aussi, ça m'a fait du bien et j'ai pu recommencer le mois de mars en étant beaucoup plus sereine par rapport à la lecture parce que je dois vous avouer que c'est un rythme hyper difficile à tenir. En mars je suis là, je suis ravie d'avoir à nouveau, de pas avoir à me stresser, à me rusher par rapport à ça parce que bien sûr moi quand il y a un challenge en plus j'aime bien le faire quoi, hein, il faut se le dire. Et donc je me suis mise un peu la pression, peut-être de manière inconsciente au début, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que je m'étais mis un petit peu de pression et c'est pour ça qu'à la fin
j'ai un petit peu lâché, on va dire, le challenge et ça m'a fait le plus grand bien. Mais en tout cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo, j'ai été ravie de faire le février tapal cette année à fond, on va dire. J'ai bien profité et j'ai lu des choses, voilà, des choses excellentes, donc j'en suis ravie. N'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de Alex Booking en Prada, qui est la créatrice de ce challenge, qui est super inspirante et une personne géniale sur YouTube, donc wouhou. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez... qu'est-ce que vous avez lu en février. Est-ce que vous avez eu des gros coups de cœur, est-ce que vous avez fait le février tapal aussi? Voilà, n'hésitez pas à me parler de tout ça dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, abusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.